Donc, pour finir ces journées, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Gilles Morat. Donc, il y a toutes les probabilités que vous ne connaissiez pas Gilles Morat, parce que c'est quelqu'un de très, très discret, oui, très discret, et qui est quelqu'un pourtant d'une valeur immense. Donc si vous ne connaissez pas Gilles Morat, vous connaissez sûrement le pavillon populaire et les grandes expositions du pavillon populaire, et donc dont Gilles Morat est l'auteur, et c'est vraiment de quelqu'un de discret, mais qui a donné au pavillon populaire et aux expositions qui sont effectuées au pavillon populaire une réputation international, mais vraiment je pèse mes mots, parce que dans le domaine de la photographie, si vous dites que vous êtes à Montpellier, on va dire ah oui, il y a des expositions qui sont des expositions de très grande qualité, dont l'auteur est Monsieur Morat. Donc je suis sûre que ça vous fait du mal que je dise ça, mais c'est la vérité. Donc Monsieur Gilles Morat est quelqu'un qui est spécialiste de photographie, et plus particulièrement de photographie américaine. Je vais juste donner 3 dates, parce que je ne vais quand même pas faire votre biographie. Mais donc en 81, vous avez cofondé les Cahiers de la photographie, où de nombreux auteurs ont collaboré, et vous avez été directeur artistique des rencontres internationales de la photographie d'Arles entre 99 et 2001, qui ont aussi une réputation internationale. En 2007, vous avez reçu le prestigieux prix Nadar pour un ouvrage de référence sur la photographie américaine, donc qui est votre spécialité. Et depuis 2010, donc vous êtes directeur artistique du pavillon populaire. Vous avez organisé de très nombreuses expositions, à la fois sur la photographie documentaire, mais aussi la photographie artistique, avec des auteurs tout à fait célèbres, réputés. Bon, de nombreuses expositions qui ont été faites. Je ne vais pas toutes les citer. Donc il y a eu l'exposition Linda McCarthy qui a fait beaucoup de bruit, mais ça n'a pas été la seule, loin de là. Donc pour l'été présent aussi, donc vous faites une exposition qui fait date, qui fait beaucoup de bruit, puisque c'est l'exposition d'Heinrich Hoffmann, qui était le photographe attitré. Oui, officiel d'Adolf Hitler. Officiel d'Adolf Hitler. Et donc, c'est une exposition où vous problématisez toute la façon, enfin, la scénographie et tout le travail d'Heinrich Hoffmann. Et là, je m'arrête parce que je vous laisse la parole. Je suis sûre que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Je vous remercie pour votre chaleureuse introduction. Non, mais c'est vrai que d'abord, je n'habite pas Montpellier. Lorsque j'ai pris, je m'expliquerai un petit peu plus longuement plus tard, lorsque j'ai pris la direction du pavillon populaire, j'ai souhaité ne pas habiter Montpellier et rester à Bordeaux où j'habitais. D'abord pour avoir une distance beaucoup plus grande par rapport à la municipalité qui m'emploie, avoir une liberté, et ensuite, ayant fait pendant de nombreuses années l'expérience, vous parliez de la direction d'Arles que j'ai assumée, il y avait un côté dans les villes du Sud qui était toujours pour moi un petit peu difficile à vivre, alors que je suis plutôt un homme atlantique, hein. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai rarement l'occasion de parler de ce que je fais au pavillon populaire, parce que je trouve qu'il vaut mieux faire que raconter autour de ce que je fais. Et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas dire qui je suis? Parce que d'abord, je considère que lorsque vous faites ce travail-là, vous assumez sur le plan intellectuel un certain nombre de positions, et que ces positions dans le monde de la culture, en général, elles ne sont jamais claires. Je ne vois pas un conservateur, par exemple, de musée qui soit au centre Georges Pompidou ou n'importe où, dire « voilà, je suis dans cette position intellectuelle, je fais ça pour ces raisons-là ». Et j'ai toujours eu cette conception des choses que quand vous êtes... Or, commissaire ou directeur artistique, tout ça, ce sont des terminologies qui sont conventionnelles, mais quand vous êtes responsable d'un certain nombre d'activités culturelles, il est bon de savoir, et il est bon que le public sache pourquoi vous le faites, qui vous êtes, et au nom de quel présupposé intellectuel vous faites ce que vous faites. Alors, je vais rapidement me présenter. Je suis, quelque part, en la photographie, quelqu'un d'illégitime. J'ai fait mes études de lettres, j'ai passé le CAPES, l'agrégation. Ma spécialité, c'est la littérature et la linguistique.
Et donc, je n'étais pas programmé pour la photographie. Je suis appartient à une génération, j'ai passé la grecque au milieu des années, ou au début des années 70, donc je suis vraiment quelqu'un complètement de l'ancien monde, de ce côté-là. Et j'appartiens à cette génération de mon époque qui est très marquée, qui a été très marquée par la théorie. La théorie qui était en plein développement au moment où je faisais mes études à l'université de Bordeaux, à savoir le structuralisme, à savoir tout ce qui était lié à la sémiologie, et donc tout ceci a imprégné, je veux dire, ma façon d'être et de penser. Je pense que je dois beaucoup à Roland Barthes, à Umberto Eco, je dois beaucoup au structuralisme en linguistique, Jacobson, etc. Et ces approches ne m'ont jamais quitté. Mon rapport à la photographie est arrivé lorsque je suis parti enseigner aux États-Unis. Au début des années 70, pour échapper au service militaire, j'ai décidé qu'on offrait des postes d'enseignants en Louisiane, et avec ma femme et quelques-uns militaires en détresse post-mai 68, pour échapper à tout ça, on est parti enseigner le français en Louisiane. Le gouverneur de Louisiane venant d'être élu et avait promis dans son programme que s'il était élu, il allait redonner a French Revival en Louisiane. Il a été élu, il s'y attendait pas, il a fallu qu'on trouve des Français pour partir en Louisiane, enseigner la langue de Molière dans les coins les plus reculés de la Louisiane et du Mississippi. Donc je suis resté 3 années là, et comme je m'ennuyais, on nous avait promis, on était certifié, agrégé, on nous avait promis qu'on partirait dans des universités. On a été nommé dans des écoles élémentaires, dans les bois de Louisiane et du Mississippi, et on n'avait rien à faire, sinon attendre que ça passe pendant 3 ans. Et donc j'habitais un tout petit village qui s'appelait Gina, en Louisiane, qui était à côté de Natchez, dans le Mississippi. Il y avait une high school, une école élémentaire. J'étais avec ma femme dans une école élémentaire, et puis voilà, j'avais rien à faire, donc j'ai commencé à m'intéresser à la photographie au moment où, aux États-Unis, au début des années 70, merci, la photographie était à la pointe, je veux dire, à la fois de la mode, hein, et aussi devenait un objet artistique légitime, incomparable par rapport à ce qu'il était en France. Voilà, donc mon itinéraire intellectuel, c'est celui-ci, quelqu'un venant des milieux universitaires, très marqué, encore une fois, par la théorie des années 70, et qui débarque aux États-Unis, encore une fois, dans un monde qui est un monde absolument exogène par rapport à ce que j'étais. Il faut s'imaginer ce qu'était le sud des États-Unis en 1972. Ceux qui pourront voir l'exposition qui suit, que j'ai consacrée à la lutte pour les droits civiques américains dans le sud des États-Unis au moment des années 60, qui se sont terminées par les lois prises en 1968, lois antiségrégationnistes, mais qui n'avaient aucun écho. Quand suis arrivé en Louisiane en 72, tout le monde continuait à vivre. Moi, j'étais dans une école élémentaire où il y avait salle de prof pour les blancs, salle de prof pour les noirs. Bien sûr, c'était légal, mais enfin, personne ne s'amusait s'il était noir à venir dans notre salle de classe, et vice-versa, etc. Bon. Donc, tout ça m'a amené au contact avec la photographie. Quand je suis rentré en France, au milieu, en 1975, j'ai dû rentrer en France après être resté 3 ans là-bas. J'étais nommé prof dans une école normale à Agen, dans Lot-et-Garonne. J'enseignais la didactique des langues, la linguistique, la rénovation pédagogique du français à des enseignants. Et je m'ennuyais tellement que je me suis dit, quand même, il va falloir que je me secoue pour pas finir totalement momifié à l'école normale d'Agen. Et donc, je me suis aperçu que à cette époque-là, toutes les formes d'expression visuelle, d'expression artistique avaient été investies par la théorie. Que ce soit la littérature, bien sûr, mais que ce soit le cinéma, la peinture. Il y avait un énorme effort de théorisation autour de ces formes d'expression. Et j'avais remarqué
comme je venais des États-Unis, où encore une fois, même en Louisiane, on sentait l'agitation très forte de la photographie, autour de la photographie, j'ai remarqué qu'en France, il n'y avait rien. Et donc, je me suis dit, mais ce qui serait formidable, c'est qu'on puisse avoir une première revue en France ou en Europe, qui soit une revue de théorie sur l'approche de la photographie, comme c'était le cas de Tel Quel pour la littérature, les cahiers du cinéma depuis des années pour le cinéma. Et je me suis dit, moi, je vais faire ça. Donc, je suis monté à Paris et j'ai contacté des gens que je connaissais un peu, Denis Roche, qui était à Tel Quel, justement, et qui est devenu un de mes meilleurs amis, Roland Barthes, aux éditions du Seuil, par le biais de Denis Roche, et leur dit, voilà, on devrait faire une revue théorique sur la photographie. J'ai contacté également Alain Bergala, qui était le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Un certain nombre de personnalités qui pensaient comme moi qu'on devait s'intéresser à la photographie comme un objet de problématisation théorique. Et on a fait les Cahiers de la photographie en 1980. Roland Barthes est mort, hélas, avant la sortie du premier numéro. Il a dû disparaître en mai 80, quelque chose comme ça, après son accident. Et c'est lui, avec Denis Roche, moi-même, qui avons poussé vers ce qu'on appelait l'élucidation de l'acte photographique. Bref, c'est à partir de cette époque-là que pour moi la photographie est devenue un objet d'investigation. En même temps, je prenais des photos, mais ce qui m'intéressait, encore une fois, c'était ça. Voilà, j'ai mené en même temps une vie de prof normal dans un lycée à Agen où j'avais des classes après-bac. Et je n'ai jamais quitté ce rôle-là. Même lorsque j'ai pris la direction de la photographie aux éditions du Seuil, j'ai dit je ne veux pas quitter, je veux ma liberté. Et je savais que ma liberté dans le monde de la culture, qui déjà se mettait en place avec ses hiérarchisations, ses approches mercantiles, etc., c'était quelque chose auquel il fallait échapper. Pour y échapper, il fallait une liberté qui était la liberté que me donnait mon boulot de prof, etc. Donc à partir de là, j'ai négocié avec le ministère de la Culture qui s'est rendu compte que sur la photographie, je faisais partie de ceux qui avaient quelque chose à dire, notamment dans les échanges avec les États-Unis. Et j'ai réussi à négocier un statut qui m'a permis toute ma vie, jusqu'à ce que j'ai pris ma retraite d'enseignant, de faire tout ce que je voulais dans le domaine de la photographie éditoriale ou dans le domaine, encore une fois, institutionnel, en gardant un poste où j'avais des classes après-bac pendant 10 heures ou 11 heures, et puis après c'était fini, je faisais autre chose, ou quand je partais en mission, j'avais des heures de mission. Je le dis parce que cette liberté-là, c'est une liberté qui m'a permis d'avoir comment dirais-je, cette ambition que je donnais au pavillon populaire, qui est celle de faire ce que j'ai envie de faire sans qu'il y ait autour de moi des pressions qui sont celles en général de tous ceux qui sont en charge actuellement, que ce soit aux États-Unis ou en France, dans des grandes institutions muséales. Ils appartiennent à ce qu'on appelle des boards ou des trucs. Et tous les musées actuellement, vous le savez, sont sponsorisés par des organismes privés, le champagne machin, les voitures XY, etc. Pour avoir dirigé le festival d'art pendant plusieurs années, je savais très bien ça. Et ce que je cherchais, c'est un lieu où je puisse faire ce que j'ai envie de faire, en pensant ce qu'il fallait faire pour le public. Ce lieu, ça a été le pavillon populaire qui m'a été offert par la municipalité. Voilà, donc je voudrais dire que mon parcours, encore une fois, est un parcours quelque part illégitime. Je dois dire que j'ai une très grande méfiance par rapport à tout ce qui est la notion d'art et d'artiste. Elle est liée à mes propres intérêts intellectuels. Je suis persuadé qu'il y a une survalorisation de l'art comme porteur d'une mission, etc., qui permettrait l'émancipation, la liberté, alors que vous voyez justement comment actuellement l'art fonctionne, au contraire, comme une sorte de normalisation des forces créatrices à travers un art mondial qui est aux mains des galeries, des institutions, qu'elles soient celles de New York, Shanghai, Paris, de grosses biennales, etc. J'ai toujours eu horreur de ça.
Je suis persuadé que l'art, d'abord, c'est quelque chose de jouissif, entièrement jouissif. Et quand vous regardez le monde de l'art, c'est un monde habillé en noir. Vous allez dans une biennale, tous les commissaires ont l'uniforme noir. C'est-à-dire ils sont tous dans cette espèce de contrition, constipation qui fait que ça soit du sérieux. Donc j'ai toujours, et depuis que je veux dire, c'est pas du tout, quelque part c'est quelque chose qui m'a toujours fait horreur. J'ai toujours eu horreur de ceux qui se présentent comme des artistes. Dernièrement, il y a un ami que j'aime beaucoup, qui est Nicolas Bourriaud, et qui me présentait une de ses amies, et qui se présente à moi, qui me dit bonjour. Je lui dis qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit je suis artiste. Je lui dis vous venez de passer le CAP ou quoi? J'ai dû me fâcher avec Bourriaud pendant 8 jours. Avec son ami, il y a quelque chose là-dedans qui me déplaît. Je veux dire, l'art, c'est pas un domaine sacralisé, etc. C'est un domaine qui fait que quelque part il y a des hiérarchies. Que ces hiérarchies, je les ai toujours, les miennes en photographie, calquées sur celle de la littérature ou celle de la musique, hein, mais surtout celle de la littérature, qui fait qu'effectivement, dans le monde de l'art, il y a ce qu'on appelle des forces vives, incontournables, fortes. Alors je donne des noms, en littérature, vous avez Musil, vous avez des gens comme ça, vous avez Kafka, vous avez Gombrowicz, qui est une de mes références, moi, permanentes, hein. Et puis vous regardez le monde de l'art et vous dites qu'en particulier dans ce monde dont je m'occupe, qui est la photographie, qui a mis des années à être légitimisé, la légitimisation de la photographie en France, elle date du début des années 80. Avant, la photographie n'était rien. Rien. Donc, vous vous dites qu'il y a comme ça des hiérarchies qui font que les artistes photographes, tout ça... Il faut s'en méfier. Il ne faut pas prendre ça au premier degré, il faut les hiérarchiser, et il faut se dire que la plupart du temps, ce qu'ils font est absolument incompris d'un public qui est confronté à une histoire d'un médium très jeune. Je veux dire, encore une fois, dans les années 80, il n'y avait rien j'exagère, ça a dû commencer à la fin des années 70, la légitimation artistique de la photographie en Europe, alors qu'aux États-Unis, elle date des années 1917, Stiglitz, etc., où il y a eu l'idée établie, c'est ce qu'on doit aux États-Unis, l'idée établie très tôt que la photographie était un art entier à part entière et non pas un art à la traîne des autres arts. Ça, c'est quelque chose qui est très vieux aux États-Unis et qui est très récent en Europe, et en France en particulier. Donc, je suis dans un milieu qui est un milieu illégitime, je suis moi-même quelque part illégitime, mais je sais que ce milieu-là, il a ses faiblesses, il est survalorisé actuellement, survalorisé, par comment dirais-je, des complicités qui sont encore une fois au niveau des galeries internationales, au niveau institutionnel. Il y a des commandes qui sont passées, on a fait du photographe, on a détourné, comme on a senti en France que c'était quelque chose d'inférieur, on l'a transformé en plasticien. Aucun jeune photographe que je connaisse ne m'aborde en se présentant comme photographe. Ou il se présente comme plasticien ou comme photographe plasticien, comme s'il y avait une honte à être photographe. Donc c'est un milieu qui est extrêmement mouvant, survalorisé encore une fois en France. À partir de la fin des années 70, et les institutions françaises ont donné une place incroyable à la photographie. Il y a une école nationale de la photo qui s'est créée à Arles, à laquelle j'ai enseigné plusieurs années, comme ça, pour voir comment ça se passait, mais sans vraiment grand enthousiasme. Mais ça existe. Il y a eu des lieux qui se sont créés. Au Centre Georges Pompidou, il y a eu un département photo qui a été confié d'ailleurs à un ami à moi, Alain Sayag, à qui j'ai confié déjà plusieurs expositions ici, et qui est le commissaire d'exposition sur Henri Schauffmann. Et il y a au niveau institutionnel, au ministère de la Culture, un département photo, il y a des inspecteurs pour la photographie, etc. Ce qui n'existe pas ailleurs. Et en France, il y a eu, encore une fois, très fortement une survalorisation de la photographie. Ce qui a donné lieu à des hiérarchies absolument discutables et qui m'ont toujours fait problème, moi. Donc ma distance par rapport à la photographie, elle m'a aidé à être beaucoup plus lucide dans les choix que je faisais, dans la situation de la photographie,
et dans l'accomplissement d'un certain nombre de tâches qui ont été les miennes. Alors, très rapidement, en 1985, j'ai fondé le FRAC Aquitaine à Bordeaux et la première collection photographique. Et là aussi, ça a été quelque chose d'extrêmement éclairant. Je le dis parce que c'est une situation municipale qui ressemble un peu à celle-ci. Vous savez qu'en 1985, Jack Lang décide qu'on ouvre les fonds régionaux d'art contemporain et que donc ça va devenir quelque chose qui permet la décentralisation voulue par le président Mitterrand, etc. Donc moi, en 85... 84, j'ai été, comme j'habitais dans le sud-ouest et qu'on connaissait déjà ce que je faisais à travers lesquels la photographie et un certain nombre d'opérations que j'avais menées à l'étranger, on me demande de me charger du FRAC Aquitaine et de créer la première collection de photographie dans un FRAC, ce que j'ai fait à 1 an. À cette époque, le conseil général à Bordeaux était présidé par les socialistes et c'est Roland Dumas qui était président du FRAC. Donc j'ai fait ça, j'ai constitué cette collection et au bout de 6 mois, le conseil général est repassé à droite et comme Chaban-Delmas était le maire de Bordeaux et comme la femme de Chaban-Delmas soutenait le CAPC, on s'est aperçu que le FRAC avec la photo devenait en quelque sorte concurrent au CAPC, on m'a éliminé. En 8 jours, la droite ayant revenu au pouvoir, Mme Chaban-Delmas a dit non, la photographie, c'est pas ça à Bordeaux, c'est l'art contemporain. Le CAPC à l'époque d'ailleurs faisait un travail remarquable, mais c'est empressé d'arrêter la photographie. Ça m'a servi de leçon pour toutes les entreprises municipales à laquelle j'ai pu me joindre. Donc j'ai eu à la fin des années 80 beaucoup de missions au moment du 150e anniversaire de la photographie pour organiser l'expo aux États-Unis, etc. Bref, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de voir comment fonctionnait tout ce système international d'exposition, de galeries, de liens qui faisaient que vous étiez contacté aux États-Unis par la galerie machin qui savait que vous alliez organiser à l'ICP pour la France une grande exposition, mais qui aurait aimé vous contacter. Donc j'ai vu comment ça se jouait. Et ça me faisait rigoler. À partir du moment où je n'étais pas vraiment impliqué moi-même, je pouvais dire oui ou non. J'étais prof agrégé, moi. Donc je pouvais revenir à mes pénates, etc. J'insiste, parce que cette liberté, encore une fois, je l'ai toujours défendue, je la défends toujours auprès des gens qui sont dans les institutions culturelles. En 1999, on m'a demandé de prendre la direction des rencontres d'Arles. Autre et grande expérience. Les rencontres d'Arles, vous le savez, sont le plus grand festival photographique au monde. Et prendre la direction des rencontres d'Arles, c'était donner une perspective nouvelle aux rencontres d'Arles. Moi, j'étais persuadé que les rencontres d'Arles, fallait les ouvrir et les faire travailler avec les grandes institutions muséales européennes ou internationales, le MoMA de New York, l'Albertina de Vienne, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour cela, il fallait éliminer, évidemment, tous les courants politiques, etc., qui étaient à Arles pour valoriser tel artiste local, ou encore une fois, valoriser telle agence comme Magnum qui avait... Donc j'ai fait le ménage, j'ai essayé de donner à Arles, qui a été pour moi le laboratoire de ce qui est devenu, de ce que sont devenues les activités du pavillon populaire. Au bout de 3 ans ou 4 ans, on m'a remercié en me disant que ce n'était pas le problème d'un festival, qu'un festival, ça devait être à la fois consensuel, c'est-à-dire tout ce que je déteste. Et donc, bon, j'ai quitté Arles. Voilà. Entre-temps, et ça a été mon expérience la plus riche, sur laquelle j'ai construit vraiment mon travail du pavillon populaire. Entre-temps, en 1991, les éditions du Seuil m'ont demandé de remettre la photographie sous forme de collection dans les beaux livres des éditions du Seuil. C'était le cinéaste... mon Dieu, comment il s'appelle? Il est mort récemment, le grand cinéaste... ça va me revenir dans ce moment, qui avait lancé la photographie à la fin des années 50 aux éditions du Seuil. Et après, au milieu des années 60, le Seuil s'étant dirigé vers les sciences humaines, la photographie était tombée en désuétude. Et donc, j'ai repris la photographie au Seuil. On m'a demandé de lancer une collection qui serait une référence dans l'édition internationale à propos des monographies de photographes. Et pendant 10 ans, j'ai dirigé la photographie aux éditions du Seuil en fondant une collection qui s'appelle L'œuvre photographique,
et qui était basé sur des principes qui m'ont servi. C'est pour ça que j'avais annoncé que ma conférence expliquerait comment je faisais fonctionner la direction artistique du Pavillon Populaire comme une collection dans une maison d'édition. Ce sont des principes qui étaient là suivants. D'abord, quand vous travaillez dans une grosse maison d'édition, votre patron il vous dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais c'est qu'on ne perde pas d'argent. Donc, il faut faire très attention à ce que vous faites. Et la seule façon de ne pas perdre d'argent dans l'édition, quand vous êtes dans l'édition, vous dirigez une collection, que ce soit en littérature ou dans le domaine des beaux livres, c'est de vous persuader que ce que vous allez sortir, ça n'a pas d'équivalent dans le panorama éditorial du temps. C'est-à-dire, si vous publiez la monographie de X, il ne faut pas qu'il y ait déjà, dans le panorama international ou national, 10 monographies de X publiées. Sinon, vous n'avez aucune chance. Donc ça, c'était la première chose. Première chose que j'ai reportée sur le Pavillon Populaire. Tout ce qu'on fait ici, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire toutes les expositions dont j'ai été chargé et que j'ai mises en place depuis 2010, elles n'ont pas d'équivalent. Ce ne sont pas des reprises d'expositions existantes. Ce que font à peu près toutes les institutions parisiennes, le jeu de paume recycle en permanence des expositions montrées à l'étranger. Une exposition sur 6 est due au jeu de paume, et encore. Le reste sont des expositions qui circulent et qu'on prend en France. Donc, je savais que ça, il ne fallait pas le faire. Aux éditions du Seuil, je savais que si je faisais un livre, une monographie sur un photographe, il fallait acquérir les droits mondiaux, il fallait qu'il n'y ait pas d'autres équivalents sur le plan éditorial, sinon on ne le vendait pas aux autres éditeurs et on perdait de l'argent. Ensuite, comme j'étais historien de la photo, je me suis formé à l'histoire de la photo sur le tas. J'ai pas fait l'école du Louvre. Hein. Je veux dire que vous disiez très gentiment que j'étais spécialiste de la photographie américaine. Un de mes pires ennemis, mais qui est aussi un garçon charmant qui était avec moi au début des cahiers, Jean-François Chevrier, disait « Mais comment Gilles Morat, partout on dit qu'il est spécialiste de la photographie américaine, mais mon grand-père était spécialiste des armoires normandes. » Je dis qu'il était discret, j'aurais dû dire modeste. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, j'essaie d'expliquer comment je fonctionne. Et donc, cette spécialisation, elle m'a amené à me dire que quelque part, il y avait encore dans l'histoire de la photographie, non pas des niches au sens, vous savez, comme on dit, il y a une niche là parce que c'est pas exploré, on va faire de l'argent. Non, il y avait des zones importantes qui étaient absolument négligées. Et sur le plan éditorial, quand je dirais la photo au seuil, je me suis dit, il faut faire ça. Ce sont ces zones-là qu'il fallait utiliser. Et je me suis aperçu, par exemple, que l'Amérique, sur le plan éditorial, les grands éditeurs américains avec lesquels j'allais travailler, ne faisaient aucune monographie de leurs photographes à eux. Quand j'ai commencé au seuil en 1990, le plus grand photographe américain, Walker Evans, auquel je m'étais intéressé, j'avais publié un ou deux livres sur lui parce que je m'étais approché de son exécuteur testamentaire, je m'étais aperçu qu'il n'y avait aucune monographie sur Walker Evans, qui était le plus grand photographe américain. Et donc, j'ai dit au seuil, on va faire la monographie de Walker Evans et on va la vendre aux Américains. On l'a vendue sans difficulté parce qu'il n'y avait rien sur le plan éditorial de ce point de vue. On l'a vendue à tous les éditeurs étrangers, anglophones, germanophones, etc. Je me suis aperçu que Edward Weston, qui était un des piliers de la photographie américaine, il y avait la dernière monographie avait 30 ans. Donc je suis allé négocier les droits avec les ayants droit et j'ai dit voilà, je vais faire ce livre-là, laissez-moi avoir accès, etc. Donc la collection que j'ai lancée aux éditions du Seuil, l'œuvre photographique, elle partait sur ces bases-là. À savoir qu'il fallait redonner à la photographie une espèce d'importance éditoriale dans un vide éditorial qui existait et en même temps, je savais qu'il y avait un public, une niche qui était à peu près, à l'époque où j'ai lancé la photo aux éditions du Seuil, sur le plan international, vous aviez à peu près 30 000 personnes qui étaient prêtes. C'est pas beaucoup, hein. 30 000 personnes entre les États-Unis, l'Allemagne, la France, enfin, l'Europe, hein. 30 000 personnes qui étaient décidées à acheter un livre sur Walker Evans parce qu'il n'y en avait pas. Donc c'est sur cette base-là que j'ai construit la collection du Seuil. Alors évidemment, j'ai fait les monographies des grands Américains qui n'avaient pas eu de monographie depuis 40 ans, Eugene Smith, etc. Bon.
Et puis, en 2010, la ville de Montpellier m'a demandé m'a contacté, m'a demandé de prendre la direction du pavillon populaire. Je savais qu'il y avait, je n'étais jamais venu à Montpellier. J'y passais quand j'allais à Arles, mais je ne m'arrêtais jamais. Je savais qu'il y avait un lieu qui s'appelait le pavillon populaire, qui faisait quelques expos photos. Donc en 2010, une nouvelle équipe qui était, c'est Hélène Mandreau qui était le maire à l'époque, avait donné une nouvelle équipe à la municipalité sur le plan culturel. Ils m'ont approché, ils m'ont dit voilà, on aimerait que vous preniez la direction artistique du pavillon populaire et que vous le professionnalisiez pour lui donner une dimension nationale et internationale. J'ai réfléchi, je dis oui, mais voilà mes conditions. Et ces conditions-là, je les ai données rapidement. Et je dis, si vous ne prenez pas mes conditions, moi ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je n'ai pas besoin de ça pour exister ni pour vivre. Donc voilà. Les conditions étaient les suivantes. Je m'en souviens, liberté totale de programmation. C'est important parce que quand vous parliez de l'expo sur Henry Schoffman, qui est une expo évidemment à haut danger. C'est une expo consacrée. Il y a un lieu en Allemagne, c'est à Munich, qui a 10 ans a fait une petite exposition autour d'Henry Schoffman. Mais elle ne l'avait pas faite dans le bon sens. Ce que je voulais montrer, c'est comment le photographe officiel Henry Schoffman a utilisé la photo comme un outil de propagande exceptionnel, extraordinaire, comme il a réussi à faire d'Hitler, avec l'aide d'Hitler, qui est vraiment, c'est lui le sujet et l'objet même, c'est lui qui a fondé son image en obligeant Hoffman quelque part à suivre ses instructions. Je pensais que, bon, un jour, il faudrait faire ça. J'aurais proposé ça au Centre Georges Pompidou, j'aurais proposé ça, c'était non, c'est absolument non. C'est politiquement incorrect, on ne peut pas, etc. Le maire a réfléchi, on a discuté, il m'a dit oui, tu peux y aller, on le fait, etc. Ça a été pareil pour tout ce que j'ai fait et proposé. Donc, ça a été ma première condition, j'ai le choix, et je ne discute pas, on me fait confiance, je suis historien de la photo, voilà, j'ai fait ça, ok. Ça a été accepté. Deuxième chose, je suis allé voir le lieu, et je savais que ce lieu-là, il ne pouvait pas être viable tel qu'il était. Il n'y a pas de climatisation, l'éclairage était déficient, etc. Donc je dis, voilà, si vous voulez faire ça, il faut que le lieu tel qu'il est, vous le transformiez en un lieu où les grandes institutions muséales, européennes ou internationales puissent prêter des photos d'époque, ce qu'on appelle les vintage, pour les montrer, sinon personne ne le fera. Quand je dirigeais Arles, il n'y avait aucun lieu à Arles, et c'est toujours le cas, il n'y a aucun lieu qui n'ait la climatisation, à part le musée de l'art antique et la fondation Luma. Donc ça pose des difficultés. Donc j'ai dit, deuxième chose, vous professionnalisez le lieu, et voilà, il faut des normes de conservation et des normes d'éclairage. Ils ont tout changé. Et c'était la condition sine qua non. Troisièmement, j'ai dit, voilà, si vous faites une exposition, on me demande de faire 3 expositions par an. Je dis, si vous faites une exposition et qu'il n'y ait aucune trace de cette exposition, vous perdez votre argent et on perd notre énergie. Donc je dis, j'exige qu'il y ait un catalogue avec une maison d'édition nationale qui soit capable de produire un catalogue, non pas à travers une petite maison d'édition qui vous fait un catalogue de 200 exemplaires que vous donnez au moment du vernissage, mais un catalogue qui soit distribué nationalement, voire internationalement. On a lancé un appel d'offres et c'est Azan Hachette qui a obtenu. Donc, chaque exposition a un catalogue qui est devenu un catalogue collection, c'est le même format, etc., mais qui est diffusé nationalement, en vendant à toutes les librairies, et internationalement, ça fait plusieurs expositions qu'on vend les droits aux États-Unis. Et j'ai eu la joie, alors je ne vais pas claironner ça, les 2 derniers catalogues viennent d'être, le catalogue sur William Gedney a été considéré l'an dernier comme parmi les 10 meilleurs livres photos aux États-Unis. Et la trilogie de Ralph Gibson, le livre qui l'a accompagné, a été sélectionné par un panel d'éditeurs américains et européens comme le livre numéro 1 de l'année. Alors bon, je le dis à la communication des fois. Mais bon, après, voilà. Vous n'êtes pas expert, mais c'est pas grave. Pardon ? Après, vous dites que vous n'êtes pas expert.
Non, mais je suis jamais ici, je suis expert, mais je veux dire, je sais pas, bon, voilà, donc oui, mais c'était mon rôle aussi d'éditeur qui est entré en ligne de compte là-dedans. Je veux dire, il savait très bien me faire venir ici que j'allais amener mon réseau et mes idées, donc sinon c'est pas la peine, c'est même pas drôle. Enfin, les autres exigences que j'ai eues, c'est qu'on ait une attachée de presse nationale et qui ait pour chaque exposition un voyage de presse qui fait que toute la presse nationale descend. Le Monde, Libération, c'est le cas pour chaque. On fait un déjeuner de presse, ils viennent, Libération, Le Monde, Télérama, le Journal des Arts, ils viennent, ils voient l'exposition et ils en parlent. Sinon, tout l'argent municipal que vous donnez sur cette institution, il n'a aucune retombée, je veux dire, réelle. Les gens voient ça et puis c'est... Alors j'ai beaucoup de respect, la Gazette de Montpellier et le Midi Libre, et ça s'arrête là. Tandis que là, il y a un véritable écho national et international, puisque beaucoup d'étrangers viennent, le New York Times descend aussi, les Italiens, le Sunday Telegraph, enfin des choses comme ça. Ils viennent et ils voient l'exposition, ils me rencontrent, le commissaire, si c'est pas moi, etc. Autre élément que j'ai demandé, c'est que chaque exposition touche un public le plus large possible à Montpellier. Alors là, je voudrais dire une chose qui m'est personnelle. Tout ce qui concerne une exposition, tout ce qui concerne un concert, tout ce qui concerne une manifestation culturelle, je suis de ceux, et là je revendique évidemment mes références à Bourdieu, à Gombrowicz, sur tout ce qu'il a écrit sur l'art, etc. C'est un phénomène d'entraînement mondain. C'est-à-dire, Bourdieu disait une chose, c'est pas Bourdieu, c'est Boulez qui disait une chose comme ça. Tous ces gens qui se pâment, disait Boulez, devant Bach, vous leur mettez telle cantate de Bach archi connue, vous leur faites sauter sans mesure, ok ? Ils applaudissent, ça ne l'aperçoivent même pas. Gombrowicz disait, dans son petit recueil qui s'appelle Contre la poésie, c'est tous les gens qui se béat devant la poésie, vous leur filez tel sonnet de Baudelaire ou de Shakespeare, vous inversez les strophes, etc. Il y en a 1 sur 100 qui s'aperçoit. Donc les gens, il dit, tous ces gens-là, Bourdieu disait la même chose, lorsqu'il parlait de cette distinction qui était la culture, et qui était non pas fondée sur, je veux dire, une reconnaissance réelle, mais plutôt un phénomène social. On aime la culture parce que c'est quelque chose de distingué, mais en fait, on n'y comprend pas grand-chose. Et donc, moi, j'ai toujours été persuadé que quand je faisais une exposition, la plupart des gens, à 2% près, d'exception de véritables 2-3% de gens au fait de la photographie, ils n'y connaissaient rien. Ils rentraient là-dedans et ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. De toute façon, ils trouvaient que c'était formidable et ils en sortaient, mais il ne se passait rien. Donc j'ai dit, moi, je voudrais qu'on fasse que le pavillon populaire est une activité pédagogique réelle. Ça, c'est mon vieux truc. J'ai été aussi dans ma vie, je n'ai pas longtemps, mais j'ai démissionné inspecteur de l'éducation nationale. Ça a duré 1 mois, mais j'étais formé à ça et je suis vite parti. Je me suis dit, les gens doivent comprendre ce qui se passe. Arrêtons la comédie qui se traduit par « Ah, c'est superbe, c'est somptueux, etc. » En général, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ce n'est pas leur faute. Comment voulez-vous qu'ils comprennent Aaron Siskin, qui est que je montre ici, qui fait 40 000 entrées. La plupart des gens, je ne leur expliquais pas, c'est qui c'est celui-là qui fait de l'abstraction, etc. Bon. Donc je me suis dit, je voudrais que le pavillon populaire ait une véritable envergure pédagogique. Donc premier objectif, le catalogue national ou international qui est en vente, et ils se vendent tous. Je veux dire, c'est formidable. C'est aussi, bon, au fil des années, vous mettez 700 catalogues de Gibson, de Denis Roche, ils partent tous. Ils sont vendus, le public les achète. Deuxièmement, je me dis, on les fait à un prix relativement bas, 24 €. Ce sont de gros livres, imprimés, 2 tons, etc. Deuxièmement, je me dis, il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Le pavillon populaire est gratuit. Gratuit, c'est quand même quelque chose d'énorme. Hein. Ça veut dire qu'on parlera vaguement budget, si vous voulez, après, mais c'est gratuit. Donc j'ai demandé à la mairie que pour chaque entrée qui soit celle d'un visiteur au pavillon populaire, on lui distribue un petit livret d'une 15aine de pages où sont repris de façon
de façon résumée les textes du catalogue, où on leur explique la visite, la scénographie, le plan d'exposition, etc., de telle façon qu'ils s'y reconnaissent. J'ai demandé que la scénographie, on emploie une scénographe, fasse la part belle aux explications au panneau, hein, en deux langues. Je rentre d'Allemagne, j'étais en Bavière où il y a un magnifique, plus gros musée de l'expressionnisme allemand, sur Kandinsky, etc. Tout est en allemand, il n'y a rien en anglais. Bon, je parle très mal allemand, je suis gêné. Donc j'ai demandé que ce livret soit bilingue et que les panneaux d'affichage soient bilingues, français, anglais. Enfin, j'ai demandé qu'il y ait un médiateur culturel, il s'appelle Gérard Milesi, qui soit formé sur chaque exposition par moi-même et si c'est un autre commissaire, par le commissaire, de façon à prendre en charge des groupes d'adultes ou le plus possible des groupes d'étudiants ou de lycéens, de faire une petite brochure pour le cycle élémentaire expliquant des jeux, etc., bon, pour rendre un petit peu ludique son parcours et qu'il explique. C'est-à-dire qu'il y ait une véritable stratégie pédagogique. On a mis ça en place et ça marche. Et ce côté pédagogique, je l'assume, parce qu'encore une fois, je crois que le rôle d'une institution et le rôle d'un directeur artistique, c'est de rendre lisible, clair aux spectateurs ce qu'ils vont voir. La plupart du temps, c'est l'obscurité. La plupart du temps, c'est l'obscurité. Je le remarque, il n'y a pas de... Voilà. Donc j'ai voulu que ça se passe comme ça. Et on m'a dit, oui, d'accord, voilà. On a coché toutes les cases et on a dit, ok, vous faites ça. Et je dis, je ne tiens pas, encore une fois, habiter à Montpellier. Donc j'ai amené le partenariat d'Air France, ici, qui a quitté la rencontre d'Arles pour nous suivre ici, ce qui me permet d'avoir, à la fois pour les invités internationaux et pour moi, plein de billets gratuits, etc. Donc ça a été le cadre dans lequel je me suis inscrit. Maintenant, sur la programmation elle-même. Alors, je vous ai décrit à peu près comment ça fonctionne le pavillon populaire. Alors, le pavillon populaire bénéficie d'un budget élevé. Bon, il est quand même très élevé. Cette municipalité, il faut le savoir. Alors, ce n'est pas un problème politique, hein, c'est un problème d'engagement. Si, c'est un problème politique aussi, parce que j'habite une ville à Bordeaux où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, tout est payant, les musées sont en détresse. Et voilà. Ici, il y a un budget pour la culture, qui est le plus important en France après Paris. Il faut le savoir. La ville de Montpellier, c'est après Paris la ville qui met le plus d'argent sur la culture. Et c'est un effort particulier qui fait que j'ai les moyens ici. Ils sont maintenus, il y a des difficultés, mais on les maintient. Ils me permettent de travailler de façon confortable avec des institutions. Ainsi, la dernière chose que j'ai à demander, c'est que je puisse faire des coproductions, étant donné que chaque exposition, je vous l'ai dit ici, est unique, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été montrée ailleurs, elle commence ici, et de plus en plus, il y a des musées qui la reprennent, et elle circule à l'étranger, c'était le cas, j'en dirai deux mots, de plusieurs expositions. Ce qui permet effectivement de travailler avec des institutions internationales, ce qui professionnalise encore plus le pavillon populaire. Je vous donne un exemple, quand je suis arrivé, la seconde exposition, je l'ai faite avec l'Albertina de Vienne, et c'est une structure municipale ici, les gens n'étaient pas formés, et la commissaire d'exposition était la directrice de l'Albertina. C'est une amie à moi, je lui ai dit, tu prends l'exposition pour la faire ici, c'est sur la photographie de rue contemporaine en Europe. Le pavillon populaire est une structure municipale qui fonctionne comme un musée, ce qui, moi, me pose un certain nombre de problèmes de manque de souplesse administrative. Par exemple, vous achetez des cadres, il faut un appel d'offres, ce qui n'est pas le cas de tous les musées. Vous achetez, je sais pas, il faut des appels d'offres surtout, donc il faut que... Et en même temps, puisque je travaille dans des institutions internationales, ou l'expo Guedné, William Guedné que j'ai faite, il a fallu que je la fasse à partir du fonds Guedné, qui est à l'université de Durham. L'expo va tourner, donc il faut s'y prendre 2 ans à l'avance, et j'ai une équipe qu'il a fallu former. Une équipe municipale, ce n'est pas l'équipe du Centre Georges Pompidou, et elle a travaillé immédiatement avec des références qui étaient celles d'un grand musée. C'est un problème qui pose parfois difficulté, mais il y a un engagement tel qu'on arrive à le résoudre, mais parfois ce n'est pas facile. Donc voilà le cadre
administratif et le cadre matériel qui est celui du pavillon populaire. Alors pour ce qui est de la programmation, la programmation, je vous l'ai déjà dit, je l'ai faite sur le modèle de ce que j'avais fait pour ma collection des éditions du Seuil. C'est simple, tout doit être nouveau, qui est montré ici. C'est-à-dire ça n'a jamais montré ailleurs. L'Expo Hoffmann, à part ce petit, jamais montré ailleurs. L'expo, toutes les expos, toutes les monographies, les expos monographiques, c'était les premières ici. Je parlais d'Harold Siskin, qui est le grand maître de la photographie abstraite aux États-Unis. Il est mort dans les années 90. Il n'avait pas eu d'exposition de monographie aux États-Unis depuis 1961. Le New York Times a écrit, mais pourquoi est-ce que c'est le pavillon populaire à Montpellier qui montre cette exposition ici? Pourquoi elle n'a pas lieu à Chicago? Bon, parce qu'on a fait ça. Parce qu'on a décidé de faire ça et que l'équipe a suivi. Donc, c'est ce que j'avais fait avec des monographies, je l'ai fait avec des expositions. Alors, comment je fais? Je me dis que je veux investir pour le public de Montpellier tous les champs de la photographie. Ça, je me dis, voilà, j'ai ça, j'ai cet outil, je peux faire ce que je veux, j'ai les moyens, on me fait confiance, et j'ai un public, comment je pourrais faire pour que ce public est ici, il puisse comprendre l'importance de la photographie. Donc j'ai décidé un certain nombre de choses, par exemple, que je toucherai à tous les aspects de la photographie. Photographie documentaire, vous allez avoir un exemple, vous en avez un exemple avec cette saison historique, hein, qui est uniquement dédiée à la photographie documentaire. Alors, ethnographie et photographie, Germaine Tillon. On a eu Germaine Tillon, quand j'ai fait l'exposition, je me dis on va tourner, ça va être le 15 000 entrées. Les gens savent qui est Germaine Tillon, vaguement. Vaguement. Bon, le Panthéon, Germaine Tillon, d'accord, mais absolument pas connu comme photographe. Et l'Aurès en 1936, c'est pas rock'n'roll, je veux dire, c'est un truc, en plus c'est extrêmement scientifique. On a fait quand même 40 000 entrées en 2 mois sur cette exposition, donc il y a un appétit pour les gens à s'intéresser à cet aspect de la photographie documentaire. Donc, photographie documentaire. Je donne des exemples. On a fait la volonté de bonheur, par exemple, le Front populaire et la photographie, il y a quelques années. On a fait, dans la saison américaine, le travail sur la topographie, photographie documentaire et géographie. Comment, dans les années 60, est née aux États-Unis une photographie qui a été faite par des architectes, des géographes absolument inconnus. Donc J.B. Jackson, qui est le grand maître du paysage américain, le grand maître conceptuel, et qui faisait des photographies d'amateurs, on les a montrées ici dans l'exposition Notes sur l'asphalte. Hein. Donc photographie documentaire, photographie appliquée, c'est-à-dire la mode, Louis Dahl-Wolf, on l'a fait. La photographie industrielle, je l'ai fait par 2 fois. J'ai montré le Pittsburgh de Eugene Smith et j'ai montré surtout ce qui était l'archétype du livre de photographie industrielle, le Suisse Jacob Tugener, avec une exposition qui s'appelait Fabrique. Hein, c'est Jacob Tugener, ce Suisse, qui en 1940 crée les conditions d'existence de la photographie industrielle. Photographie d'architecture, Siskin, qui était aussi, c'est lui qui, avec l'école de Chicago, a mis en place les règles de la photographie d'architecture contemporaine. Bon. Donc photographie appliquée, photographie d'auteur, c'est celle qui donne lieu à des monographies, et dans les photographies d'auteur, j'ai essayé d'aller chercher des auteurs qui sont extrêmement importants, mais négligés. Je remarque une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que, encore une fois, pour les raisons que j'ai décrites il y a un moment, aucune institution, genre Centre Georges Pompidou, ne s'intéresse actuellement au rapport entre photographie d'auteur et histoire de la photographie. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas, hormis Cartier-Bresson, hormis Brassailles, hormis Raymond Depardon, qui est un second couteau de la photographie, il faut bien le dire, hein, si vous ne prenez pas ces noms-là porteurs, personne ne vient voir l'exposition. Donc les sponsors ne sont pas d'accord. Donc les musées américains que je connais bien, ou les musées européens sont
sponsorisé, et donc ces sponsors veulent des entrées. Et les entrées, c'est Nan Goldin en photographie, des choses comme ça dont on parle, et pour le reste, ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, par exemple, vous avez Aaron Siskin, pas de prise de risque, extrêmement austère, exigeant, et pourtant un des plus grands photographes américains. On l'a fait ici. La première expo que j'ai faite, c'est la rétrospective de l'américain Ralph Eugene Mittyard, qui est un maître du surréalisme. Aucun musée américain, aucun musée français ne l'avait fait. Cette rétrospective. Je prends le cas de Denis. Bon, je vais que ça soit bien des auteurs, alors patrimoniaux, je veux dire, que contemporains. Vous avez vu il y a 2 ans la finlandaise Elina Broterus. C'est sa première rétrospective contemporaine. Elle est partie, elle circule en Scandinavie, etc. Donc, mais aucun musée européen n'avait dit on va faire Elina Broterus. C'est nous les premiers qui avons dit on fait Elina Broterus, on va la faire. Bon. Donc, si vous voulez, dans cette photographie d'auteur, ce que j'appelle photographie d'auteur, ce sont des gens qui ne sont ni dans le reportage, etc., mais qui ont une vision personnelle. À travers la photographie, ils construisent leur œuvre comme un écrivain construit son œuvre, je veux dire, avec le prisme qui est le leur, hein, le prisme sur le réel, qui n'est pas un prisme objectif, etc. Donc, et ce sont aussi bien des auteurs patrimoniaux que des auteurs contemporains, mais qui tous sont ou jamais montrés, ou très très rarement montrés. Alors, jamais montré, c'est William Gedney, l'américain, qui a été montré l'an dernier et qui a été un tabac. Personne ne connaissait William Gedney. William Gedney est un photographe américain. Moi, j'en ai entendu parler au début des années 2000 par le très grand photographe, qui est un ami à moi, américain, Lee Friedlander, qui m'avait dit « Tu devrais regarder ça, c'est une œuvre enterrée. » Il était homosexuel, il était complètement à part. Cette œuvre était enterrée. Et je suis allé la chercher dans les archives de la Caroline du Nord à l'université du Durham. On l'a montrée pour la première fois au monde. C'est sa première rétrospective. Là aussi, on a fait 40 000 entrées. Le livre a été vendu à l'étranger, etc. Donc, c'est le cas où le pavillon populaire vraiment fait un travail de défrichage qui doit être celui d'un musée. J'aurais proposé William Gedney au pavillon, enfin, n'importe où, d'un corps institution, personne n'aurait joué un copec, on aurait dit non. Le board m'aurait dit mais non, personne ne le connaît, ça va, on ne fera pas d'entrée, donc les sponsors ne s'y retrouveront pas. C'est quand même ça. Voilà, donc photographie d'auteur, hein, que ça soit des auteurs isolés, ou alors parfois des expositions autour d'un thème, hein, d'un sujet. Par exemple, il y a 4 ans, j'ai fait Adieu la Suisse, c'est-à-dire un panel, j'ai fait ça en collaboration avec la Fondation Suisse de la Photographie, un panel de jeunes photographes suisses qui sont donnés pour mission de voir comment l'image idyllique du paysage suisse, elle a complètement cédé devant les ravages de l'urbanisation sauvage en Suisse, etc. Donc c'est ça qu'on fait. J'essaie d'éviter ce que font encore une fois, mais c'est pas qu'ils aient envie de faire ça, mais ils en sont contraints encore une fois, le coût, c'est-à-dire je préfère faire quelque chose qui ait du contenu, du sens par rapport à l'histoire de la photo, que quelque chose qui soit un coût médiatique et qui n'a aucune valeur, c'est-à-dire, bon, voilà, l'événementiel. Or, je l'ai fait une fois, mais je ne le regrette pas. C'est la femme du Beatle, Paul McCartney, qui était le cas typique de quelqu'un qui était une fondue de photographie. Je l'avais rencontrée, elle est morte d'un cancer, je l'ai rencontrée à Tucson, à l'époque où les McCartney habitaient. Et c'était émouvant, c'est quelqu'un qui voulait être une grande photographe, qui rate ça parce qu'elle est bouffée par son mari, Paul McCartney, qui l'en transforme en musicienne, etc., qui en fait, mais qui, à l'intérieur de ça, brusquement, fait une chronique intime de McCartney, avec des polaroids, etc., et qui, dans cette partie-là, devient une excellente opératrice. J'avais appelé McCartney, on s'était entendu, il m'a dit « Ok, tu l'as fait », ça a été très compliqué, parce que McCartney n'est pas... je ne dirais pas qu'il n'est pas difficile, mais c'est tout ce qu'il y a autour de lui. Mais bon, j'avais un rapport direct avec lui, vous le savez, il est venu au moment du vernissage, etc. Et je vais faire ça, mais pour une raison différente, je suis très lié au milieu du rock'n'roll aussi, c'est une autre histoire qui est la mienne. Je vais faire ça au mois de février de l'an prochain avec le guitariste de Police, Andy Summers, qui va venir et qui est un magnifique photographe, mais vraiment qui a une œuvre photographique
pleine, qu'il a faite dans les marges de ses concerts et police, etc. Et qu'on va montrer pour la première fois ici. Il viendra, il va donner un concert, etc. Ce qui m'intéresse, c'est le cas de quelqu'un qui est musicien. Il fait partie des 10 meilleurs guitaristes à la fois de rock et de jazz au monde. Andy Summers, puis bon, c'est le groupe Police. C'est-à-dire qui n'a pas vibré au groupe Police dans les années 80, et c'est quelqu'un en plus d'une gentillesse extrême, il sera là. C'est quelqu'un pour qui la photographie, c'est vraiment le complément de sa musique. Dès qu'il a fini un concert, Andy, il part avec son appareil photo la nuit, il photographie les villes la nuit, etc. C'est un très beau travail. Bon, ce sont 2 exceptions que j'ai faites, mais je me suis dit, après tout, les gens aussi, ils ont besoin de voir ça, de voir comment la photographie, ça peut être ludique, ça peut être lié à d'autres choses. Pour le reste, c'est quelque chose qui est, encore une fois, dans ma tête, très clair. Et j'espère que je vous l'ai rendu clair. Alors, dernière chose, le pavillon populaire, au fil des années, quand je l'ai pris, la première exposition que j'ai faite, ça a été célébré comme un succès, on a fait 20 000 entrées. Et actuellement, on est sur toutes les expositions de 35 à 45 000 entrées régulières sur 2 mois, avec une presse nationale et surtout des expositions qui tournent à l'étranger sous le label du pavillon populaire et de la ville de Montpellier. Donc, pour terminer là-dessus, je veux dire que j'ai beaucoup de chance, je le dis, j'ai beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. C'est la première fois que j'ai une chance comme ça de travailler avec une institution qui me donne les moyens et qui suit. Je veux dire, le maire, il est toujours là, il est, voilà, l'équipe suit, ça coûte cher, une attachée de presse, ça coûte cher, un catalogue, ça coûte cher, une équipe pédagogique, ça coûte cher, je veux dire, tout ça, ça a un prix, ils le font. Et je crois que Montpellier a beaucoup de chance, encore une fois, d'avoir le musée Fabre, le pavillon populaire, l'espace Sainte-Anne, tout ça, le carré Sainte-Anne. Je crois qu'à part le musée Fabre, ce sont tous des espaces gratuits, hein, la fréquentation gratuite. Voilà, que j'ai oublié rien, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions à poser, oh ben ça va, puis c'est parfait. Je suis à votre disposition. Juste une première question, c'est peut-être ça une démarche éthique, mais en fait, quand vous avez dans votre présentation, je suis frappée par le fait que à la fois vous êtes très libre, on vous fait confiance, mais si vous êtes très libre et si on vous fait confiance, vous faites confiance dans vous-même, dans votre goût, dans vos choix. Vous n'êtes pas égoïste dans le sens où vous ne faites pas juste plaisir, je pense que vous faites plaisir, mais vous êtes très conscient des... Non, mais oui, mais vous avez raison, en plus je me fais plaisir. Je suis obligé de le dire. Oui, non, mais très conscient en même temps... Je ne le ferai pas autrement. Je veux dire des enjeux marchands et artistiques. C'est-à-dire que vous dites, j'aime pas les gens qui se définissent comme artistes, j'aime pas les institutions, j'aime pas le marché, mais vous dites bien, par exemple, dans ce que vous avez présenté dans votre démarche par rapport à votre collection de livres que vous reproduisez aujourd'hui par rapport à l'exposition, vous êtes très conscient des enjeux marchands, c'est-à-dire que vous allez investir des domaines qui sont des domaines pour lesquels il y a une demande, pour lesquels il y a un marché et pour lesquels il y a un intérêt extérieur. C'est-à-dire que certes, vous êtes très libre dans ce que vous êtes, j'allais dire, de l'influence politique, du lobby, pour servir une cause qui pourrait être, enfin une cause qui pourrait être politique, mais par contre, vous faites pas, j'allais dire, peut-être que justement vous faites juste plaisir, mais la façon dont vous faites plaisir, il y a un équilibre économique. Quand vous dites comment dire, les journaux, enfin les critiques qui viennent, c'est pas uniquement des critiques locaux, mais nationaux, internationaux, etc. Vous participez à la reconnaissance de la carrière de l'artiste, etc. Et vous êtes tous, enfin, naïfs. Ah non, absolument. Ce que vous dites est tout à fait juste. Simplement, je voudrais ajouter une chose. D'abord, quand la critique vient, bon, je ne devrais pas dire ça, parce que la critique est un désastre dans les journaux. Ce que fait la critique, c'est qu'à part 2 ou 3 exceptions, elle reprend les dossiers de presse. Donc, ce que je fais, c'est que je construis des dossiers de presse qui permettent de faire passer l'essentiel sur le plan du contenu.
Et donc, ce que vous lisez dans les journaux, à 2 exceptions ou 3 exceptions près, ce sont des dossiers de presse qu'on leur a déjà donnés, rédigés, et qu'ils récupèrent à leur façon en reformulant. Donc, quelque part, aussi, ma naïveté, elle n'est pas totale. En même temps, je suis engagé par une municipalité qui me fait confiance, mais qui a droit aussi à un certain nombre de retombées. Donc, ces retombées-là, ça coûte cher, ça. Ça coûte cher. Vous avez 2 attitudes. L'attitude suicidaire qui consiste à dire « Ok, on fait un truc, c'est hyper pointu, hyper important ». C'est le cas du CAPC de Bordeaux. Le CAPC de Bordeaux est le centre d'art contemporain de Bordeaux qui a eu... Le CAPC de Bordeaux, on vient de faire un audit, il fait 30 000 entrées par an. Et les artistes qui y sont... Ce que j'oubliais de vous dire aussi, parce que vous êtes aussi spécialisé dans tout ça, c'est que la photographie est un des derniers domaines dans l'art, mais c'est en train de changer, je le sais, c'est un des derniers domaines où les coûts sont réduits par rapport à l'art contemporain. L'art contemporain est devenu exorbitant à montrer, exorbitant. La photographie est un des derniers domaines, mais encore une fois, il est en train de disparaître parce que les galeries ont compris ça. Elles ont professionnalisé les artistes, les photographes, les ont transformés en artistes. Elles ont fait, ça a été le rôle de la photographie américaine au début des années 80. Ils ont fait monter la côte. Donc, désormais, il y a 25 ans, 30 ans, vous faisiez une exposition avec trois bouts de ficelle. Vous alliez voir les ayants droit, on vous filait les photos. C'est fini, là. C'est fini. Il y a valeur d'assurance. Donc, c'est hors de prix. Mais encore une fois, ce coût-là qu'a la mairie, je veux aussi qu'il participe à la reconnaissance du lieu. Donc aussi bien, j'ai une méfiance par rapport à tous ces circuits que vous décrivez, mais je sais que quelque part, à moins d'être complètement inconscient, il faut s'en servir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être vous avez une méfiance, mais vous avez c'est-à-dire que votre liberté, que vous avez et que vous arrivez à assumer. Alors vous n'allez pas me dire ça parce que vous êtes trop modeste, mais si vous avez réussi à acquérir cette liberté, c'est au prix d'une très bonne connaissance du milieu, de la photographie et de la façon dont le milieu fonctionne et déroule. C'est-à-dire ce que vous décrivez par rapport justement à la façon dont vous mettez en place, ce que vous avez demandé sur les expos, sur la médiatisation, sur machin, etc. Je veux dire, c'est parce que vous connaissez... quelqu'un qui arriverait qui voudrait faire ça, on ne lui donnerait pas. Non, mais attendez, je ne vais pas nier aussi les réseaux, le savoir-faire qui est le mien. Je veux dire, j'arrive à un moment où j'ai à peu près brassé toutes les choses. Donc, je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais je pense que c'est le cas, par exemple, dans l'art contemporain avec Nicolas Bourriaud. Nicolas Bourriaud, qui est à la Panacée, c'est quelqu'un, il a fait le Paris de Tokyo, etc. Il connaît, comme moi, tous les réseaux. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est bien d'en faire profiter la ville. Hein. Oui, je voulais vous demander comment vous avez perçu et quels étaient les rapports que vous aviez avec une manifestation qui existait à Montpellier et qui était quand même, à mon sens, assez intéressante, qui était le marathon photo, et qui a disparu faute de... J'ai aucune référence par rapport à ça. La seule référence que j'ai par rapport à ce qui se passe à Montpellier, ce sont les boutographies. Les boutographies, je les ai toujours soutenues. Mais cette manifestation-là, si vous voulez, c'est très difficile. Vous avez 2 circuits en photo qui n'existent pas dans les autres formes d'art plastique ou qui ont disparu. Vous avez le circuit amateur. Le pavillon populaire j'ai été contacté 20 fois pour mettre le pavillon populaire à disposition du festival de photographie animalière, par exemple, ou le festival de... Et puis, vous avez les exigences qu'on m'a demandé d'imposer au pavillon populaire et que j'assume. Donc, parfois, ces 2 circuits-là, ils ne peuvent pas se rencontrer. Ils ne peuvent pas se rencontrer et je sais la frustration qui peut être celle des milieux photographiques de Montpellier. Je reçois des dossiers de photographes qui sont extrêmement intéressants, qui demandent d'avoir une rétrospective au pavillon populaire, qu'on mette le pavillon populaire à leur disposition. La mairie m'a demandé de ne pas le faire, parce que c'est la seule façon de couler, de mélanger les deux et de couler une institution.
Et c'est pas du tout de mon côté, vous voyez, un mépris. C'est le seul moyen que je connaisse pour donner au pavillon populaire l'assise qui est la sienne et la maintenir. Alors, je ne connais pas le marathon photographique de Montpellier. Il s'agit de... Oh bah c'était un certain nombre de... D'ailleurs, quand je vous demandais vos relations éventuelles avec, c'était pas par rapport au pavillon populaire, mais en tant que personne. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, en France, même d'Espagne et ailleurs, et ça durait 24 heures. C'était un concours photo. Au départ argentique, c'est-à-dire qu'on avait une pellicule, on vous donnait une pellicule de 24 poses, et toutes les heures, c'était comme un rallye, il fallait prendre des photos. D'accord, oui, mais c'est une... Voilà, oui, mais c'est une activité, mais qui ne relève pas de ce que je suis censé faire, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Morat, pour votre conférence qui était rafraîchissante et passionnante. Lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, vous m'aviez fait état de cette exposition qui va venir sur Chapman et Hitler. Et je vous ai dit, mon Dieu, précisément, ça pose un problème de choix. Ce type d'exposition, et c'est à cette occasion que je vous avais demandé de venir effectivement. Et vous-même avez dit, j'organise donc l'exposition Hitler, etc. Et c'est une exposition, vous avez dans votre discours laissé courir, à haut risque. Donc j'aimerais que vous reveniez sur ce choix-là, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Et voilà, et ce que ça implique du point de vue éthique. Très rapidement, c'est une saison qui est consacrée au rapport entre photographie et histoire, entre photographie documentaire et histoire. C'est quelque chose d'extrêmement important, et il y avait plusieurs possibilités pour moi qui s'offraient sous forme d'expositions diverses. Je me suis dit, je vais en prendre 3. La première, c'est rapport entre photographie et anthropologie, donc c'était le travail anthropologique de Germaine Tillon. Ensuite, il me paraissait intéressant, rapport entre photographie et propagande. Alors, il aurait pu avoir le choix. On aurait pu faire la Corée du Nord si j'avais pu avoir, mais ça a été difficile. J'ai essayé. Hein. C'est très difficile, très difficile. Bon, j'aurais pu faire, mais j'avais pas envie, à cause des amalgames, sur le stalinisme. Hein, parce qu'après tout, aussi, bon, on aurait pu le faire, mais j'étais réticent aussi là-dessus. Puis je me suis dit, bon sang, tous les livres d'histoire depuis la Libération, sont illustrés des photos d'Henry Schoffmann. Toutes les photos de la période hitlérienne que vous voyez, elles proviennent du fonds Henry Schoffmann. Toutes. Jamais elles ne sont contextualisées. Elles sont données comme des photos qui ont été prises par des reporters, etc. Elles sont toutes mises en scène. Elles ont toutes été choisies par Hoffmann avec Hitler. L'entrevue de Montoire, tout ça, c'est Hoffmann. Et je me suis dit, quand même, à un moment donné, c'est un problème que jamais on aborde l'iconographie d'Hitler de façon objective. C'est-à-dire, Hitler, il a eu un photographe toute sa vie à qui il a donné les droits exclusifs de son image, c'est Henry Schoffmann. En 2 mots, Henry Schoffmann, c'était un photographe d'art installé à Munich dans les années 20, qui était un très bon photographe d'art. Il avait suivi les cours d'un des grands portraitistes anglais, Edouard Hoppe, etc. Il s'installe à Munich dans les années 20 et il emploie une jeune laborantine, Eva Braun. D'accord ? Et c'est un brave bavarois, au sens brave bavarois physique, jovial, etc. Il a cet atelier, il y a Eva Braun. Et puis, Hitler commence évidemment sa carrière en Bavière, et très vite, Hitler, il a compris, d'ailleurs dans Mein Kampf, c'est dit clairement hein, sur le rôle de la photographie, il a compris que son image, il va falloir qu'il y fasse très attention. Donc, il fait ses premiers meetings, il y a des gens qui commencent à les photographier, son service d'ordre supprime toutes les pellicules. Et Hoffmann, un jour, est là, il réussit à s'introduire dans une manifestation, il prend 3 ou 4 portraits d'Hitler, il les fait parvenir à Hitler, qui n'a pas encore la personnalité que l'on connaît. Hein. Et Hitler trouve ça bien, et comme Hitler se présentait comme le grand défenseur des arts, c'était un artiste incroyable d'après lui, il va dans le studio de Hoffmann,
Il rencontre en même temps Eva Braun, coup de foudre du genre gala, etc., revu par l'histoire, et il dit, voilà, vous m'avez envoyé des photos, elles me conviennent, tout mon service d'ordre refuse toute photographie de moi, je vous nomme mon photographe officiel. C'est-à-dire depuis 1923 ou 24, il dit à tout le monde, à son service d'ordre, aux médias, les seules photos que vous publierez, ce sont les photos d'Heinrich Hoffmann. Elles ont mon accord. Les deux hommes se lient très intimement, d'abord par le biais d'Eva Braun, qui devient la maîtresse d'Hitler, et ensuite, Hoffmann, c'est pas un nazi au sens de Goebbels, c'est pas un obsédé de la disparition de la race juive, c'est un type qui a compris qu'il allait dans le sens de l'histoire et que là, il avait trouvé le bon coup. Et donc, il fonde, Hoffmann, très rapidement, un studio qui s'appelle les Archives Hoffmann, et qui réunit non seulement ses propres photos d'Hitler, mais qui réunit des photographes appartenant à son organisme qui vont lui faire passer toutes les photos relatives non seulement à la montée du nazisme en France, en Allemagne, mais en Italie et au Japon. Et donc Hitler voit avec Hoffmann non seulement un photographe qui est un ami intime, mais en même temps une sorte d'agence photographique sur laquelle il aura un point de vue définitif. C'est-à-dire que c'est Hoffmann qui aura tous les droits jusqu'à 1947. Il n'y a pas d'autres photographes, ou alors elles sont prises par des amateurs au monde de rallye, mais elles n'ont pas droit à la publication. Et donc ce fonds, Hoffmann, il est incroyable. Parce que Hitler, on le voit dans l'exposition, Hitler va utiliser Hoffmann, il n'y a pas la télévision à l'époque, hein. Il va falloir trouver comment former une image par la photographie, par le discours. Donc très rapidement, Hoffmann va essayer avec Hitler de former le signe iconique Hitler. Et donc dans l'exposition, on voit comment Hitler... C'est lui qui manipule Hoffmann. C'est lui qui fait l'image Hitler. Hoffmann est là pour enregistrer. Et ce qui est intéressant dans le cas de cette exposition, c'est on voit comment Hitler devient à la fois le personnage central, mais l'instigateur de lui-même. Et avec Hoffmann qui obéit. On verra des cas où les photographies sont rejetées, ça ne plaît pas. Et donc, je me suis dit à un moment donné, toutes ces photos qu'on voit comme des instantanés dans le livre d'histoire, il faudrait expliquer d'où ils viennent, dans quel contexte ils apparaissent, comment ils sont fabriqués, etc. Et d'où m'est venue l'idée, pour le deuxième volet de cette saison, sur photographie et propagande, de m'occuper d'Hitler. Et troisième volet, c'est sur le photoreportage, comment dans les années 60, j'aurais pu prendre la guerre du Vietnam. La photographie américaine dans les années 60, elle a non pas manipulé au sens que je viens d'indiquer, mais elle a formaté, elle a la vision des gens et elle a permis, par les images qu'elle transmettait, des prises de décision. Tout le monde a le souvenir de la petite fille brûlée au napalm qui a condamné la guerre du Vietnam. Ça a été... Tout le monde a le souvenir des Noirs matraqués à Selma, en Alabama. Ce sont des images. Donc, je me suis dit, cette dernière exposition, je vais aller voir dans les archives de tous les photographes de presse des petits bleds d'Alabama qui ont suivi Martin Luther King, qui ont suivi les marches vers Washington. Et c'est le troisième volet, comment le photoreportage se met au service d'une cause qui est une cause juste, là, c'est le racisme. Et donc, Hitler, ça s'inscrit dans cette perspective. Quand on a pris la décision de faire Hitler, je me suis dit, il faut une caution historique et une caution intellectuelle forte. Donc je suis allé voir la Shoah avec le maire, le mémorial de la Shoah, et on a dit, voilà, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va en passer? Le directeur du mémorial de la Shoah a dit, moi je pense qu'il faut le faire. Il a dit, je pense qu'il faut le faire, et nous, on vous cautionne. Et si vous voulez, on vous propose aussi une exposition qui peut être exactement le contrepoids de l'exposition Hoffmann. C'est une expo sur les ghettos juifs de Pologne, pris par des soldats allemands, toujours pareil, propagande, mais pris aussi par des photographes juifs clandestins qui avaient quelques appareils photo et qui ont photographié ça. Et du coup, j'ai dit, on va faire une double expo. Au rez-de-chaussée,
Hoffmann, propagande d'Hitler, comment Hitler a été monté iconographiquement, et premier étage, utilisation dans la photo documentaire des deux côtés, vu par les soldats allemands et vu par les juifs des ghettos, qui en quelque sorte montrent la conséquence aussi, ce qui s'est passé en bas. Et donc on a pris ce parti pris, et la Shoah a dit, nous on est d'accord, on vous soutient, le projet, d'ailleurs sur l'invitation, c'est le président du Mémorial qui organise ça avec nous, etc. Ensuite j'ai dit, il faut des historiens qui cautionnent le catalogue. Je suis allé voir Joan Chapoutot, que vous connaissez, qui est le plus grand historien du nazisme, qui est à la Sorbonne, et je suis allé voir Denis Péchanski, et on leur a expliqué, il nous a dit, nous, on est d'accord, on écrit, il faut qu'on le fasse. Donc, quand on a eu balisé ça, on a dit vraiment, on va le faire, parce que idéologiquement, on ne va pas pouvoir nous reprocher. Enfin, moi, j'ai quand même reçu un coup de fil. Il y a 3 mois d'une journaliste du Figaro que je connais, ils m'ont dit, écoutez Gilles, vous voulez bien nous préciser que l'exposition que vous faites, c'est pas la gloire d'Hitler. J'ai dit, vous foutez du monde. Non, mais attendez, non, mais on le sait, on a vu, mais on voudrait savoir que bon, parce que comme disait le directeur du Mémorial de la Shoah qui est venu ici, il m'a dit attention, chaque fois que tu mets, d'où il a fallu choisir les visuels, chaque fois que tu mets dans un espace public l'image d'Adolphe, tu allumes un bâton de dynamite. Donc il a fallu réfléchir au titre. On ne voulait pas Hitler. Donc c'est Hoffmann qui est la figure centrale. Mais bon, c'est autour d'Hitler. Donc on ne voulait pas le titre d'Hitler. On voulait absolument que ça soit pédagogisé. Donc, c'est tout un dispositif pédagogique avec texte, comment les mises en scène sont faites. Il y a une salle où on montre les premiers essais en 1927 d'Hitler avec Hoffmann pour se construire un personnage tribun et l'extrait du dictateur de Chaplin qui s'est inspiré directement des images d'Hoffmann pour construire son personnage. Tout ça, on l'a montré, etc. Et on s'est dit aussi, on ne va pas mettre dans les rues de Montpellier l'image d'Adolphe. Tout l'été, c'est insupportable. Donc, il a fallu, vous verrez, c'est une image neutre où Hitler est tout petit, on voit Hoffmann qui le prend en photo dans une foule, il y a les 2 expositions présentées avec Ghetto. C'est une expo à risque, parce qu'il y a toujours sur Hitler, et on le sait, il y a toujours, mais quand même, tous les soirs sur Arte, je ne dis pas, enfin pas tous les soirs, mais par semaine, 2 soirs par semaine, il y a un truc sur le nazisme. Bon, les gens n'appellent pas Arte, on va vous démolir, etc. Il y a une chaîne qui est Télé Monte Carlo, je ne sais pas trop quoi, c'est tous les soirs. Alors là, eux, ils sont spécialisés dans la période du nazisme et tous les soirs, ils montrent en recolorisant les trucs, etc. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je dis c'est quand même une expo à haut risque. Et je me suis dit, le maire ayant accepté ça, on ne va pas le mettre dans une situation aussi. Donc on a pris toutes les précautions pour que ça soit très clairement explicité. Et j'aurais la Gazette de Montpellier, faut-il montrer Hitler? On ne montre pas Hitler, on montre la photographie de propagande autour d'Hitler. C'est pas... Mais bon, les journaux, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup à vous et surtout, vous pouvez tous aller voir l'exposition aussi. Merci beaucoup. Merci.